Bonjour. Le bonheur est essentiel à la vie. Et pourtant, le bonheur est une des choses les plus difficiles à atteindre pour beaucoup trop d'entre nous. Pour être heureux, nous souhaitons rencontrer la personne idéale. Mais dans nos rencontres, souvent, nous nous retrouvons face à l'échec. Après l'engouement du départ, après cet immense espoir, né de cet être dans lequel nous voyons enfin ce que nous cherchons, il y a petit à petit la désillusion et à la fin la rupture de la part de l'un ou de l'autre, la rupture brutale, la rupture douloureuse. Pourquoi ces erreurs? Quelles sont les clés de la bonne rencontre? Comment les éviter, ces erreurs qui mènent à l'impasse encore et encore? Pour le comprendre, nous allons creuser le mécanisme qui nous amène à cet autre qui n'est pas le bon et qui pourrait nous amener à cet autre qui serait la personne avec laquelle vivre épanoui. Enfin, qu'est-ce qui nous attire dans l'autre au-delà de son aspect physique? Qu'est-ce qui nous laisse penser que la personne là, en face de nous, est celle avec qui les choses seront enfin simples et heureuses? Qu'est-ce qui surtout fait taire les minuscules alarmes, les petits points de doute, les si légères égratignures que nous ressentons dans cette relation à peine naissante? Vous savez, comme de petits clignotants qui s'allumeraient sur le côté, ces petits feux qui nous disent attention, là il y a un obstacle, il y a le mur trop proche, mais on les voit pas, on ne les remarque pas, on les zappe. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tombe à chaque fois tête baissée dans le même piège? Lorsque l'on est thérapeute, on observe, on rencontre beaucoup de personnes, on entend beaucoup d'histoires de vie. On a cette possibilité, cette chance de pouvoir analyser. Lorsqu'on est thérapeute, c'est généralement parce qu'un jour on est parti à la recherche de ses propres blessures et que pour les guérir, il a bien fallu creuser tout au fond du mécanisme humain, aller chercher les motivations, les raisons, les failles qui font que. J'ai cette chance. J'ai également l'immense chance d'avoir cette capacité à retenir pour ensuite analyser les informations et ainsi décoder les comportements que nous avons tous en commun jusqu'à ce que nous les mettions à jour pour nous en débarrasser. Vous demandez pourquoi vous n'avez pas cette chance? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance dans la vie? Pourquoi à chaque fois mes histoires d'amour finissent de la même manière? La malchance n'existe pas. Les raisons de l'échec, si. Ce sont les questions qui apportent les réponses. Alors posons les bonnes questions. Première question, essentielle. Quel point commun puis-je trouver? Qu'est-ce qui à chaque fois m'a attiré? Quel est le point commun que je retrouve dans cette attirance? Vous allez bien sûr trouver des apparentes qualités, la douceur, la tendresse, l'attention à votre égard. On élimine bien évidemment le côté physique. Nous sommes dans la personnalité. Alors au-delà de la douceur, de la tendresse, de l'attention à cet égard, cherchez la personnalité. Vous trouverez peut-être la force, la détermination, l'autonomie, une forme d'effacement, quelque chose de particulier, une infinie douceur, un comportement silencieux. Dans tous les cas, vous allez trouver un point commun dans la personnalité, dans la vie de la personne, dans la manière dont elle vit sa vie, dans la manière dont elle se comporte en société avec les autres. Comment l'histoire a fini? Cherchez là aussi le point commun. Qu'est-ce qui a amené la fin? Quel est le début du processus de fin? Vous savez, cette dernière partie de l'histoire, quand les choses commencent à aller mal en cascade, quand on a la réaction qui nous dit « je fuis », ou on reste atterré parce que l'autre nous dit « au revoir ». Cherchez ce point commun, il existe. Vous avez trouvé le point commun du début, vous avez trouvé le point commun de la fin, vous allez maintenant encadrer le processus. Il ne reste plus qu'à aller vers l'intérieur pour atteindre le centre du chemin erroné qui vous a amené là.
qu'attendiez-vous de cette personne? Ne dites pas rien, bien sûr, vous pouvez n'être pas possessif ou attendre de l'autre qu'il vous apporte quelque chose, consciemment, bien sûr, mais demandez-vous ce que vous mettiez, que vous mettez peut-être toujours d'ailleurs, dans le bonheur. Une épaule, une oreille, un soutien, quelqu'un qui vous comprenne et vous accepte tel que vous êtes, quelqu'un qui vous booste, vous coucoune. Regardez votre histoire. C'est ce que vous attendiez qui a été le déclencheur de la désillusion. C'est sur ce point-là que pour vous, l'autre a changé. L'autre n'a pas changé. C'est ce que vous avez vu de lui qui était fou. Vous avez l'impression d'en avoir pris conscience? Peut-être. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? De gentil, l'autre est passé à dur. De compréhensif, il est passé à celui qui reproche. D'écoute, il est passé à reprendre vos mots et vos idées. De sollicitude, il est passé à froideur. On a le choix. Lorsque vous avez compris, il est déjà trop tard. Vous en étiez pris, vous étiez en attente. Il a fallu le temps que l'un ou l'autre cesse l'histoire, qu'il vous abandonne, ou que vous brisiez le rêve. Pourquoi est-ce que ça fait mal? Lorsqu'on fait une erreur dans la vie courante, on essaye de trouver un système pour faire fonctionner quelque chose, on essaye de créer quelque chose. On fait une erreur, on change de voie, on répare, on passe à autre chose, on change de méthode. Lorsqu'il s'agit d'un objet ou de quelque chose de courant dans notre vie, ce n'est pas un souci. Pourquoi alors, pour nos sentiments, ne sommes-nous pas capables de nous extraire d'une situation qui ne mène nulle part? Pourquoi perdons-nous notre cerveau à ce point? Le cœur et le cerveau n'ont rien à voir, oh que si, surtout quand on change systématiquement ces histoires. C'est bien là que le bas blesse, le cerveau, faut pas l'oublier. Parce que c'est votre cerveau qui calcule, qui suppute, qui met en relation des choses qui n'ont rien à voir en fait. Et votre cœur, lui, se cache bien sagement les raisons. C'est votre cerveau qui décode des signes qui n'en seraient pas pour d'autres. C'est votre cerveau qui interprète l'histoire. C'est votre cerveau toujours qui commande, pas seulement le cœur physique. Il commande bien plus qu'on ne pense. Votre cœur sentimental. Il le commande parce qu'il est son valet en même temps. Vous allez comprendre. C'est votre cerveau, et lui seul, qui peut vous aider à analyser ce qui ne va pas. Votre cœur, lui, c'est l'organe qui dit oui, celui qui saigne. Il ne va pas vous permettre de comprendre les choses. Personne n'est assez masochiste pour avoir envie de souffrir, sauf exception, bien sûr. Mais là, c'est pathologique. Revenons à cet autre. Reprenons notre histoire, celle qui se répète. Dans chaque personne, que vous le vouliez ou non, vous allez retrouver quelque chose d'un de vos parents, voire des deux. Dans chaque rencontre, cherchez le point commun et regardez ce point commun de départ, vous retrouvez là, dans le parent si cher à l'enfant, à la base. Étrange, n'est-ce pas? Comme tout au long de notre vie, nous sommes capables d'aller chercher l'inconnu qui nous ramène au départ. Est-ce que c'est le souvenir du cocon familial où on était si bien? Dans ce cas, votre histoire a toutes les chances de fonctionner parfaitement et d'être l'histoire de votre vie. Ceux qui sont heureux, simplement, sont ceux qui n'ont pas souffert enfant, ou ceux qui ont guéri des souffrances. C'est pour ceux qui n'en sont pas là que cet entretien existe, bien sûr. Le trait commun peut être l'autorité, le caprice, la demande incessante de preuves d'amour, la dureté, la froideur. Vous avez le choix. Les ressemblances il y a, les répétitions aussi. Alors, pourquoi? Puisque notre enfance nous a laissé un goût amer, ou puisque nous ne sommes jamais parvenus à nous libérer de ce que nos parents ont marqué en nous, même s'ils ne voulaient que notre bien, de cette attente, de cette exigence, nous devons toujours être à la hauteur
qu'il soit fier, par exemple. Et là, nous avons le sentiment que c'était positif. Mais nous ne sommes pas parvenus à nous libérer de cela. Pourquoi ne parvenons-nous pas à nous libérer de leurs exigences, celles que nous ne sommes jamais parvenus à satisfaire, par exemple, et qui nous amènent à nous mettre en échec face à une attente chez l'autre, attente sentimentale, attente personnelle, attente que nous ne pourrons pas non plus satisfaire de toute façon. Chez l'autre aussi, il y a des failles. L'autre aussi a essayé d'eux, a attendu. Et si nous sommes tous les deux sur un problème, la catastrophe est là, c'est certain. Pourquoi allons-nous chercher la personne qui ne va pas nous reconnaître malgré les premières apparences, alors que c'est notre souffrance d'enfant, ce drame-là, l'enfant qui essaye désespérément d'avoir des parents qui sont, je déteste ce mot, mais il est tellement entendu, fiers de lui, et qui a l'impression de ne jamais y parvenir. Cet adulte-là, il ne s'en sortira pas, ce domaine-là. Il aura toujours l'impression de ne pas parvenir à être à la hauteur. Pourquoi attendons-nous de l'autre qui nous donne ce que nous n'avons pas eu? Le peut-il? Si vous pensez oui, je vous demanderai par quel miracle. Parce que oui, il faudrait un miracle pour ce faire. Comment ça? Mais cet autre est unique, notre relation à lui est unique, il ne peut en aucun cas se substituer au parent qui est la cause. Même s'il le voulait profondément, même s'il le veut, il ne pourrait nous donner qu'un ersatz, qu'un remplacement, mais le remplacement n'est pas la personne. Il va essayer, il peut essayer, même s'il le veut, même s'il connaît l'histoire, de compenser le manque. Mais ce n'est pas lui qui est en cause. Et si ce n'est pas lui la cause de notre souffrance, quel que soit le baume qu'il met dessus, la plaie reste là. C'est de l'intérieur que ces plaies-là guérissent, pas de l'extérieur. Jamais. Le remplacement ne changera jamais le fait que le père ou la mère n'ont pas été à la hauteur de nos attentes si fortes d'enfants qu'ils aient été présents ou absents. Il y a eu attente non comblée. Et donc c'est voué à l'échec. Notre cerveau le sait bien, lui, même si notre cœur rêve. Et notre cerveau va donc agir logiquement. C'est bien plus logique qu'on peut penser à un cerveau. Je ne suis pas logique aussi, nous sommes tous primaires de ce côté-là. Heureusement d'ailleurs, c'est notre sauvegarde. Il va nous envoyer vers notre échec, le cerveau. Nous demandons ça, il nous y amène. Puisque c'est vers l'échec que nous voulons aller, vous allez comprendre pourquoi nous voulons y aller, même si nous pensons le contraire. Nos neurones analysent les conditions de l'échec et c'est parti. Parce que ce n'est pas vers la personne qui pourrait nous permettre de vivre malgré notre manque que nous allons, non, bien sûr. Elle risquerait, cette personne, qui nous montrerait notre manque, qui ne comblerait pas en apparence, elle risquerait de nous faire comprendre, simplement par son attitude vis-à-vis de nous, qu'il nous manque quelque chose. Impensable, puisque Monsieur Cœur ne veut rien savoir. Alors on prend l'apparence, on prend la personne qui semble arriver là, miracle, combler tout, et on fonce, tout en sachant très bien, quelque part au fond de nous, les tout petits signaux minuscules que nous n'entendons pas, que derrière l'apparence, il y a un grand blanc, il y a un grand vide, il y a un gouffre, et que ce manque en nous, qui ne sera pas comblé, va aboutir encore une fois à la souffrance, à la situation de l'échec, du conflit, à l'impossible. Pourquoi? Parce qu'accepter que ce vide-là ne puisse pas être comblé, c'est faire le deuil d'au moins une partie de cet amour parental. Même si certains disent le contraire, ce deuil-là est le plus difficile,
est le plus douloureux qui soit. Ce sont nos racines. Et il faut faire le deuil d'une racine, c'est comme l'arracher. Arracher une racine profondément ancrée dans le sol, c'est ce qui est le plus difficile. Toujours. Trouver quelqu'un qui comble ce manque, c'est accepter qu'il y a des vides. Et donc, c'est accepter, puisque on a trouvé la personne qui le comble, que les parents n'ont pas donné ce que l'on a espéré en secret toute notre enfance. S'il était possible de trouver quelqu'un qui comble, bien sûr. Dans le secret de notre inconscient, petit à petit, en enfouissant cette attente encore plus profonde dans la grotte de l'enfance qui n'aura jamais rien, on cache tout. On fait semblant de vouloir trouver la personne qui va combler. On fait semblant, en trichant avec nous-mêmes sans le vouloir, sans le savoir. Ce sont des mécanismes protecteurs qui se mettent en place. Mais on se ment. On ne s'illusionne pas. On est le maître de l'illusion. C'est terrible, le cerveau, n'est-ce pas? Le serpent se mord la queue. L'humain ne peut pas aller plus loin. L'histoire démarre de façon à s'arrêter pour recommencer sans fin. Il ne parvient pas à aller plus loin. Il ne parvient pas à se dire « Oh, si je trouve la personne qui va combler ce manque, alors ça veut dire qu'il y a un manque. Stop. Non, je vais trouver une illusion. » Reprenons notre recherche de similitude. Parce que c'est par là que nous débusquons nos manques. L'analyse a ceci de bien qu'elle débranche le cœur. Pas de souffrance dans la réflexion. Ça permet d'avancer. Le thérapeute n'est pas le cœur. Il n'a terriblement pas de cœur. Il est là pour écouter, analyser, reformuler, renvoyer, faire écoute. C'est bien pour ça qu'il est capable d'aider. C'est bien pour ça que parfois on le déteste, parce qu'on le trouve dur et froid, bien sûr. C'est son rôle. Il n'a pas à avoir d'écho de cœur en lui. Il n'en a pas. Il est juste la machine humaine, et heureusement normalement très humaine, sinon il n'est pas bon, qui va vous aider à comprendre. Alors, ce fameux point d'attirance et de chemin de rupture, vous trouvez son écho chez le parent? Pour l'attirance, c'est plus facile. Oui, peut-être un peu. Si c'est votre réponse, vous avez mis le doigt dessus. C'est un grand pas. Étonné? Ne le soyez pas. On reproduit. Tout le monde le dit. Et dire est une chose, comprendre en est une autre, n'est-ce pas? On reproduit les situations, bien sûr, jusqu'à comprendre pour s'en extraire. On ne peut pas s'extraire ce qu'on n'a pas compris. Vous roulez et vous vous enfoncez dans quelque chose à chaque fois. Si vous ne comprenez pas que ce n'est pas une simple flaque de boue, que c'est un sable mouvant, vous pouvez toujours vous extraire et avancer, recommencer, recommencer. C'est la même chose, matérielle, mentale. On peut regarder les choses pour comprendre. Devant nous, la nature, la vie nous offre des tas d'exemples concrets de ce qui se passe dans l'abstrait de nos êtres. Pourquoi on reproduit? Pour essayer de combler, encore et encore, et oui, toujours. Nous restons sur ces points-là, les enfants qui n'ont pu grandir. Pour grandir, un enfant a besoin d'amour. C'est la base de sa protection, donc de son épanouissement. Pour grandir, un arbre a besoin d'un bon terrain, il a aussi besoin d'être protégé. La nature le protège, c'est le plus fort parfois qui pousse, mais si vous le mettez dans un enclos avec des chèvres, votre arbre, et que vous ne protégez pas le tronc, il ne va pas bien grandir. Si vous entourez et que vous protégez, si vous en prenez soin, il va s'épanouir. L'enfant, on compare souvent à l'arbre, c'est la même chose. Nous essayons d'avoir ces éléments nutritifs qui nous ont manqué. Et comme ils nous ont manqué, ces parties-là restent des enfants. Il y a des parties en nous qui ne grandissent pas.
Il y a en nous des tas de morceaux d'enfants en attente, donc en souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Être les adultes qui leur donneront ce qui leur manque. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et c'était là le vrai. Ce que mes parents n'ont pas su ou voulu me donner, pas pu, est le terme exact de toute façon. S'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont aimé ne pas le vouloir, ne pas savoir, ils ne pouvaient pas. Il leur manquait des choses. Chez eux aussi, il y a eu des enfants qui n'avaient pas grandi. C'est leur problème. Nous ne pouvons pas réparer. On ne répare jamais pour l'autre. Mais nous savons que ce n'est pas bon, quelles que soient les raisons des parents. Et c'est une aide. Vraiment, c'est ce qu'ils n'ont pas pu me donner, c'est à moi de me le donner. L'amour, par exemple. Parce que je dois m'aimer et cesser de me mépriser. Je dois cesser de me trouver nul. Je dois cesser de me trouver incapable ou moins bien que les autres. Je dois me donner de l'amour. L'arbre, pour s'en sortir, il va avoir des racines qui vont s'enfoncer. Il va lui-même faire grandir ses racines pour aller puiser ce qu'il n'a pas trouvé. Il va le puiser plus loin au fond de la terre, en lui, dans ses racines à lui. Nous avons nos propres racines. Racine n'est pas que parents. Et nous sommes un être, une valeur. L'amour est en nous. Prenons cet amour au lieu d'attendre et donnons-nous cet amour. Je vous rappelle notre origine, l'énergie dans laquelle tout a même valeur. La spiritualité dit que nous sommes nés du un et que dans le un, tout a même valeur. Et c'est vrai, la même valeur, quel que soit l'être humain. Nous sommes tous venus avec la même origine, avec le même poids, et ça ne change pas. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous égaux. Le reste, c'est de la perception humaine, et chacun a la sienne. Si on ajoute les règles nées des pensées de certains et qui sont devenus les dogmes de tous, on arrive à celui-là vaut plus que celui-là. Non, l'autre ne vaut pas moins que moi. Et le troisième ne vaut pas plus que moi. C'est une différence, c'est une perception. Un meuble est un meuble, qu'il soit en acajou, qu'il soit en nègre, qu'il soit en chêne. Si c'est le même meuble avec les mêmes fonctions, il n'y a pas de différence. Ça n'empêchera jamais que vous, votre voisin, l'inconnu, la planète, auront toujours la même valeur humaine. Alors, soignez votre valeur. Soignez-la. Ne laissez personne vous en donner la mesure. Elle est la vôtre. Et elle est aussi importante que celle du donneur de leçons, qui en passant cultive bien mal la sienne en faisant cela. Donner des leçons, ce n'est pas reconnaître sa propre valeur, c'est la chercher, en voulant en voir moins chez l'autre. Aimez-vous, reconnaissez-vous, osez croire en vous, ne regardez pas et ne cherchez pas le jugement, la note que vous donne autrui. Apprenez que vous existez. Aimez-vous, reconnaissez-vous, osez croire en vous. Vous n'avez pas besoin d'apprendre, croire en vous, dites-vous juste j'existe, je suis. Il n'y a rien à apprendre, il y a juste à oser et à reconnaître, se regarder, se voir, se placer devant le miroir et se dire pourquoi est-ce que je veux toujours être nul? Pourquoi est-ce que je veux toujours être zéro? Pourquoi je veux toujours penser qu'on m'aime pas? Pourquoi? Regarde-toi. Tu es un être humain comme un autre être humain, comme n'importe quel être humain. Pour l'un, tu es beau, pour l'autre, tu es laid, pour l'un, tu es intelligent, pour l'autre, tu es stupide, pour l'un, tu es fort, pour l'autre, tu es faible. Mais c'est toujours l'autre qui parle. Toi, tu es juste toi. Il y a plein de choses à découvrir en toi, dans ton miroir. Alors ferme les yeux, aime-toi,
ouvre les yeux et vois cet homme, cette femme. Faites-le. C'est important de le faire. Soignez votre blessure en vous donnant la reconnaissance de votre valeur. Vous vous donnez l'amour. Vous réparez vous-même cette blessure qui n'appartient qu'à vous. Et même s'il a été causé par ceux qui sont les derniers qui pour vous auraient dû la provoquer, elle n'appartient qu'à vous et vous seul pouvez la guérir. C'est comme cela que l'on peut vivre de vraies histoires, ou ne pas en vivre d'ailleurs. On n'est pas obligé d'avoir envie de créer des liens avec un autre en particulier. Là aussi, il n'y a pas de règle, mais votre ressenti, votre souhait, votre vie, parce que votre valeur. En tout cas, c'est ainsi que l'on cesse de retomber sans arrêt dans le même piège, de passer par la même trappe. C'est ainsi que l'on parvient à cesser de souffrir, enfin. Lisez, écoutez, pensez, réécoutez. Si vous avez besoin d'aide, d'un miroir, d'une analyse extérieure et neutre pour vous aider à parcourir ce chemin, n'hésitez pas à me contacter. Nous pourrons travailler ensemble grâce à Skype et vous permettre de parcourir le couloir parfois un peu trop sombre pour s'y retrouver, mais qui mène, et c'est merveilleux, à la porte de votre épanouissement et du bonheur de vivre enfin. Ce n'est pas facile de le faire seul. On n'y parvient pas toujours. Le rôle du thérapeute, c'est celui-là. Si je parle, c'est pour aider, dire que c'est possible. Et si je suis disponible aussi pour des rendez-vous, c'est pour continuer à aider, pour vous permettre d'y arriver. Dans tous les cas, plein de lumière.